Nous sommes en plein milieu du mois sans tabac, ce mois de novembre, et nous avons invité à cette occasion le docteur Philippe Harver, qui est médecin addictologue et tobacologue. Vous êtes également administrateur, docteur de la Société francophone de tabacologie et membre de SOS Addiction. Notre programme aujourd'hui, ce sont les addictions. Est-ce que la France est un pays en pointe en matière d'addiction et de lutte contre l'addiction? Alors la France, on va dire, est en pointe, on va dire, dans l'appréhension, on va dire, globale, des différentes addictions, des dépendances avec produits et également des dépendances comportementales. En termes de consommation, on a pu observer, en particulier en ce qui concerne la consommation de tabac, une diminution importante au cours des décennies, et avec, on va dire, un écart de moins en moins important entre la consommation des hommes, d'une part, et des femmes, d'autre part. Jusqu'en 2020. Sauf qu'en 2020, il y a eu le confinement, et que là, on a pu observer, au contraire, une augmentation de la consommation. Et on sait qu'il y a toujours un adulte sur 4 environ qui fume en France. Comment on peut s'attaquer efficacement contre la cigarette et éviter que... Parce que c'est la combustion qui est particulièrement mauvaise dans la cigarette. Alors moi, je reprends, on va dire, une image que me donnait Gérard Dubois, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, au bureau addiction, qui disait « S'il n'y a qu'une mesure, c'est comme la doigt d'une main qu'on peut retourner. » Donc il faut prendre en compte différents paramètres, comme on va dire le paquet neutre, la taxation, donc l'augmentation régulière des prix, on va dire, du tabac, la prévention, à travers des actions de prévention comme le mois sans tabac, la mise à disposition, on va dire, des fumeurs, de consultations anti-tabac, de tabac info-service, de numéros d'appel, la possibilité de pouvoir, on va dire, se procurer des traitements nicotiniques de substitution, et puis bien sûr interdire la publicité, interdire l'accès également aux mineurs. Donc là, on a une main, et une main, on va dire, fermée, c'est plus difficile à contrer. Mais quand vous parlez du mois sans tabac, par exemple, les gens qui fument, qu'est-ce qu'ils en ont à faire du mois sans tabac ? Alors, il se trouve, je vous remercie de poser cette question, on est parti, on va dire, d'une observation, on va dire, en Grande-Bretagne, le Stoptober, qui a été testé de 2012 à 2016, qui a montré que si on était capable d'arrêter pendant un mois de fumer du tabac, ça multipliait par 5 les chances que cet arrêt se prolonge. Donc, en 2016, Santé publique France a dit, on va instaurer, on va dire, cette approche qui a, on va dire, montré, on va dire, des preuves tangibles au Royaume-Uni, on va le mettre en place en France. Donc le mois sans tabac, c'est beaucoup de choses. C'est Tabac Info Service, c'est le 3989 qui permet d'avoir des consultations de tabacologie, un suivi. C'est également le kit d'aide à l'arrêt au tabac. C'est également des groupes sur Facebook avec des groupes régionaux. Donc c'est un ensemble, on va dire, d'éléments qui vont permettre à celles et ceux qui veulent s'engager dans cette démarche de franchir le pas. Parce que par rapport à l'arrêt du tabac comme à l'arrêt d'autres produits, il y a tout un cheminement entre je fume et je suis bien avec mon tabagisme, jusqu'au moment où je me pose des questions, jusqu'au moment où je prends la décision, jusqu'à l'arrêt. Et la rechute faisant partie du cycle, on peut revenir dans ce cycle. Donc cette action, on va dire, est en cours. Enfin, ça fait 6 ans que c'est mis en place en France. Et là, il me semble qu'il y a, je ne voudrais pas dire de bêtises, 106 000 inscrits cette année à cette démarche. Docteur Harver, pour arrêter de fumer, vous disiez qu'il y avait souvent la rechute, ça fait aussi partie de ce processus-là. Est-ce qu'il vaut mieux pas se faire accompagner par un professionnel de santé? Et dans ce cas, lequel choisir? Est-ce le médecin généraliste, un spécialiste? Alors, vous avez raison, le fait d'être accompagné, on va dire, multiplie par 2 au moins les chances de réussite. Et puis on a un outil qu'on appelle le conseil minimal d'arrêt, et de dire, si vous voulez arrêter de fumer, sachez qu'il y a des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner et des traitements efficaces, et cela va multiplier par 4 les chances, on va dire, de réussite. Donc on sait qu'être accompagné, ça fonctionne. Alors après, les acteurs, je dirais qu'ils sont nombreux. Ça peut être les professionnels de santé, des médecins, la sage-femme, l'infirmière. Ça peut être également, après, des groupes sur Facebook, des blogs. Je dirais qu'il y a autant de supports que chaque personne va trouver peut-être quelque chose qui lui correspond. L'important, c'est de se sentir soutenu et ça va renforcer, on va dire, la motivation à poursuivre cette démarche. Qu'est-ce qui est le plus incitatif? Est-ce que c'est la peur du cancer, par exemple? Est-ce que le cancer du poumon, ça ne touche que les fumeurs?
essentiellement, je dirais, oui, 80-90% des cancers du poumon sont attribuables au tabac. Et il est vrai, par ailleurs, qu'il existe certaines formes de cancer chez des non-fumeurs, alors soit qui ont été exposés au tabagisme passif, soit d'autres formes où vraiment le tabac n'y est plus rien. Mais les raisons pour lesquelles une personne va arrêter sont nombreuses. Alors, des fois, c'est la santé ou de la personne, ou bien le fait d'avoir eu un parent qui a eu, on va dire, qui était fumeur et qui en est mort, ou qui a eu, on va dire, des maladies liées au tabac. D'autres fois, c'est une incitation financière. J'ai eu une personne comme ça qui m'a dit « il me manque 300 € par mois pour boucler un prêt d'accession à la propriété. Les 300 €, c'est ce que je fume chaque mois. » Et après, elle m'a dit « vous voyez, ça a marché, j'ai eu mon prêt et mes enfants m'ont dit « maman, bravo pour cette démarche ». Donc ça renforce aussi, on va dire, ce sentiment d'efficacité personnelle. Je pose une question subsidiaire, juste. Si, par exemple, quelqu'un fume depuis l'âge de 20 ans, à partir de quel moment est-ce qu'il a le plus de chances d'attraper un cancer? Et quels sont ces risques plutôt que chances? C'est vrai que ce qui importe, c'est non pas la quantité qui est fumée, mais le temps d'exposition, donc la durée d'exposition. Il y a un effet dose et un effet durée qui fait que plus le temps d'exposition aura été long, plus le risque sera important de développer cette pathologie. Tout en sachant que même si on a un cancer, il sera bénéfique à la personne d'arrêter de fumer à ce moment-là, parce qu'on sait pertinemment que les traitements, on va dire, anticancéreux seront plus efficaces avec l'arrêt du tabac, que ça permet d'éviter la récidive ou bien la survenue d'un deuxième cancer. Donc même lorsqu'un cancer est présent, il est toujours bénéfique d'arrêter de fumer. Docteur Harver, parmi les motivations pour s'arrêter de fumer, il y a aussi l'esthétique, parce qu'effectivement, la peau s'épaissit, les rides, et c'est une des motivations, je pense, qui motive notamment les femmes à arrêter de fumer. Bien sûr, bien sûr. Et ou d'être enceinte, ou d'avoir ou d'autres des contre-indications, ou avoir fait un accident cardiovasculaire, ou ce genre de choses. Voilà. Et c'est vrai que la grossesse, se dire, si on envisage la grossesse, il serait bénéfique pour la femme qui va être enceinte et également son conjoint de planifier l'arrêt du tabac pour tous les deux, même avant qu'il y ait, on va dire, le début d'une grossesse. Parce qu'une étude a montré que si on arrêtait même dans les 3 mois qui précèdent, on va dire, la fécondation, eh bien, on peut trouver quand même, a posteriori, des effets sur la descendance. Il y a eu une étude où on a prélevé les placentas de femmes enceintes, on a repris un petit peu leur histoire avec le tabac, et on a montré que celles qui avaient arrêté plus de 3 mois, on va dire, avant la conception, c'était très bien. Ça, on n'avait pas, on va dire, de modification, ce qu'on appelle de l'épigénome. On sait que si on fume ou l'environnement peut, on va dire, impacter notre génome en diminuant ou bien en inhibant complètement l'expression de certains gènes. Et il a été montré dans cette étude que ça pouvait, on va dire, avoir des répercussions sur la descendance. Une étude préalable avait montré que lorsque la grand-mère fumait, même si la fille donc, ne fumait pas, la descendance, donc le petit enfant, pouvait, lui, être atteint ou d'asthme ou de bronchite chronique, sans que, voilà, on saute une génération. Et donc, on peut montrer qu'il est donc bénéfique d'arrêter avant conception, comme on pourrait dire qu'il est bénéfique d'arrêter aussi une consommation d'alcool à ce moment-là. Alors, il est bénéfique d'arrêter, mais l'industrie du tabac n'est pas du tout de cet avis. Elle a trouvé des parades, elle s'active beaucoup, et c'est aussi un souci pour vous. Il y a le vapotage, le tabac chauffé, il y a voilà. On a pu observer, oui, au niveau mondial, une diminution du tabagisme dans de nombreux pays. Alors, on l'avait déjà observé en Suède et des pays nordiques, où il y avait déjà du tabac sans fumée, des smokeless avec le snus, avec l'augmentation de la prise de snus qui coïncidait avec une diminution de la mortalité, entre autres par cancer bronchique. Parce que le snus, c'est quoi exactement? Alors, c'est le tabac prisé, c'est ça ou non? C'est quelque chose qui est on va prendre une petite dosette Senseo, sans citer de marque, mais au lieu qu'il y ait du café à l'intérieur, eh bien, il va y avoir du tabac. Au fil des ans, ce tabac, on va dire, a été dénitrosaminé. On a enlevé des nitrosamines qui sont, on va dire, cancérogènes. Et on a pu observer qu'avec le recours au snus, on avait une diminution de la mortalité par cancer bronchopulmonaire. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dénué de risques et que c'est, on va dire, associé à d'autres cancers. Voilà. Mais la vape se situe, on va dire, peut-être dans une autre dimension par rapport à
au tabac et puis au tabac chauffé. Je vous propose de regarder les recommandations de la Haute Autorité de Santé et après de revenir peut-être sur le comparatif cigarettes, vape et tabac chauffé. Les recommandations qui sont un peu anciennes et qui datent de 2014 et vous allez nous dire pourquoi elles n'ont pas évolué depuis. Merci. La Haute Autorité de Santé vous parle de l'arrêt du tabac. Saviez-vous qu'un fumeur sur 2 meurt prématurément de son tabagisme ? Que l'espérance de vie d'un fumeur est réduite de 20 à 25 ans par rapport à celle d'un non-fumeur ? Vous envisagez d'arrêter de fumer ? Vous avez déjà essayé ? Plus de 9 fumeurs sur 10 ne réussiront pas à arrêter sans aide. Pour arrêter de fumer, la volonté ne suffit pas. Il faut se faire accompagner. Parlez-en avec votre médecin traitant. Il est le mieux placé pour vous aider. Il peut vous accompagner dans le cadre de consultations dédiées à votre arrêt du tabac. Après évaluation de votre consommation de tabac, votre médecin pourra vous aider à renforcer votre motivation, vous apporter un soutien psychologique, établir avec vous des objectifs de soins et des solutions adaptées à votre situation. Selon votre niveau de dépendance mais aussi vos préférences, votre médecin pourra vous proposer des traitements à base de nicotine comme des patchs ou des gommes. Pour que ces traitements soient efficaces, l'accompagnement de votre médecin traitant est indispensable. Il adaptera avec vous le dosage et la durée en fonction de votre situation. Des médicaments existent également, mais ils ne vous seront prescrits qu'en second recours et avec une surveillance particulière. Vous voulez arrêter de fumer et vous avez commencé à vapoter. Il faut savoir que la cigarette électronique avec ou sans nicotine n'est pas un produit de consommation anodin. Elle contient des produits toxiques et ses effets sur la santé ne sont pas encore connus. La cigarette électronique ne peut être utilisée que sur une courte durée dans le cadre de votre démarche d'arrêt du tabac. Arrêter de fumer, ce n'est pas qu'une question de volonté. Parlez-en à votre médecin traitant. Pour arrêter, faites-vous accompagner. Cette vidéo est tirée de la recommandation Arrêt de la consommation de tabac de la Haute Autorité de Santé. Docteur Harver, donc on le voit, hein, c'est pas toujours facile de s'arrêter de fumer. Il y a des aides, on peut se faire accompagner. Vous conseillez quoi ? Parce que chaque personne est différente face à la cigarette. Alors moi, quand je reçois une personne en consultation, je lui dis d'abord bravo, vous avez pris rendez-vous, première démarche. Vous êtes venu à votre rendez-vous, parce qu'il faut savoir que habituellement, peut-être qu'un patient sur 3 en tabaco ne vient pas et ne prévient pas. Donc je dirais, voilà, vous avez franchi le seuil de la porte, donc déjà bravo. Et il est important, on va dire, de renforcer la motivation d'une personne, de renforcer un sentiment d'efficacité personnelle. Comme je dis, voilà, vous allez avancer et vous allez vous rendre compte que le travail, c'est vous qui le faites. Moi, je suis simplement là pour vous accompagner. Donc c'est vrai qu'après, c'est de dire, voilà, où en êtes-vous par rapport à votre démarche ? Êtes-vous prêt à arrêter ? Si oui, quand ? Ou bien est-ce qu'il vous faut encore un petit peu de temps ? Donc l'important, c'est de ne pas se précipiter. En sachant que des fois, si on se précipite, peut-être qu'il y aura des rechutes et elles sont toujours mal vécues. Sentiment, on a l'impression de manquer de volonté ou bien un sentiment de culpabilité. Non, on va prendre le temps et puis après, on peut fixer une date ensemble. Et après, on peut voir comment, on va pouvoir agir ensemble. Et c'est vrai qu'on va pouvoir évaluer la dépendance à la nicotine, qui est un aspect des choses. Et puis après, prendre en compte un paramètre important qui est de mesurer le taux de monoxyde de carbone dans l'air expiré. Parce que parfois, le nombre de cigarettes, on va dire, fumées n'est pas suffisant comme élément pour pouvoir donner une bonne prescription de traitement de substitution nicotinique. Et après, on fixe un rendez-vous ultérieur avec un objectif. Et lors de la deuxième, troisième consultation, on voit si l'objectif a pu être atteint. S'il a pu être atteint, eh bien c'est parfait et on continue. Si ce n'est pas le cas, de voir quels ont été les freins. Et on avance ensemble. Mais il faut vraiment prendre le temps. Moi, j'ai des patients, il a fallu 4-5 ans. Bon, bien sûr, avec des comorbidités psychiatriques, hein, pour certains, 4-5 ans pour qu'on arrive au bout. Donc, il faut vraiment faire preuve d'humilité, se dire qu'il faut du temps pour certaines personnes, qu'il peut y avoir des rechutes, qu'il y a quand même tout un environnement personnel, familial, des antécédents. Il faudra tenir compte de tout cela. Et c'est pour ça que je dis que chaque patient en tabacologie est un patient unique. Et on est dans une démarche, on va dire, à chaque fois différente d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux, si on part du plus dangereux, la cigarette, au moins dangereux, quels sont les stades intermédiaires ? Il y a le tabac chauffé, le vapotage, il y a... Alors,
vraiment la cigarette, comme ça a pu être reprécisé dans ce document de la Haute Autorité de Santé, un fumeur sur 2 va mourir de son tabagisme. En France, on est à 75 000 décès chaque année directement attribuables. C'est vraiment la première cause de décès. La deuxième étant l'alcool, pas dire loin derrière, quand même avec 41 à 45 000 décès par an. Donc quand même le tabac, de par la présence de 4 à 7 000 substances, on va dire... 4 à 7 000 ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a la nicotine qui est addictive. Et vraiment, il n'y a pas de toxicité, on va dire, réelle avec la nicotine. Mais c'est vrai qu'elle est responsable de cette dépendance qui, des fois, est importante chez certains patients, mais des fois, elle est pratiquement inexistante. Donc il sera, à ce moment-là, inutile de prescrire des substituts nicotiniques. Une dépendance comportementale et une dépendance, on va dire, psychologique. Et donc, là... Cigarette électronique versus tabac à chauffer, cigarette, ouais. Alors, le ministère de la Santé anglais, le NHS, a dit dès 2015, réduction de risque de 95%. Pourquoi ? C'est simplement qu'on est allé quand même voir un petit peu la composition, bien sûr. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de combustion. Donc, vous parlez du vapotage. Le vapotage, pas de combustion, donc pas de monoxyde de carbone. Donc sur le plan cardiovasculaire, le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges et chasse l'oxygène. Le pouvoir de fixation est 250 fois plus important. Et c'est très nocif ? Les intoxications monoxyde de carbone, alors c'est pas trop lié au tabac, mais plutôt les appareils de chauffage mal réglés. Donc le CO, ce qui est important de se dire, c'est que si on arrête de fumer, dans les 48 heures, il n'y a plus de monoxyde de carbone. Donc je dirais que c'est un effet quasiment, on va dire, immédiat de l'arrêt du tabac. Monoxyde de carbone. Après, il y a des très nombreuses substances cancérogènes, des dérivés du benzène, ces goudrons qui viennent tapisser, on va dire, la muqueuse bronchique, comme le macadam sur la chaussée. Donc ça c'est une réelle toxicité. Et après, il y a des substances radioactives en très faible quantité, mais il y en a. On a dit qu'il y avait du radon, il y a eu du polonium, il y a très nombreuses substances. Donc le tabac, on dirait que c'est la référence, c'est le, je ne vais pas appeler ça le gold standard, mais enfin c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. La cigarette électronique, donc il n'y a pas de monoxyde de carbone, il y a moins de substances irritantes et cancérogènes, de 9 à 450 fois moins. Il y en a quand même, donc on la positionne dans réduction de risque, c'est de dire voilà, par rapport au tabac, c'est moins pire. Et sachez que si vous vapotez, ce n'est pas un objectif définitif. Il faut arrêter de fumer, parce que si on réduit sa consommation tout en vapotant, il n'y a pas de bénéfice pour sa santé. 1 à 4 cigarettes par jour, pas de réduction de risque en termes de morbidité, puis de mortalité, toute cause ou par maladie cardiovasculaire. Donc vous vapotez, ok, 0 cigarette, et puis vous allez adapter la quantité de nicotine pour ne pas être en manque. Puis un beau jour, il faudra que vous posiez votre vapoteuse. Là, on montrait sur ce document des vapes de première génération. Les modèles ont évolué. On peut régler, on va dire, la puissance, on peut régler le taux de nicotine, la présence de 2 substances qui vont vaporiser, que sont le propylène glycol et la glycérine végétale. Donc, ce sont des modèles plus sophistiqués qui permettent de dire, voilà, avec la vape, il y a quand même un écart par rapport au tabac. Et puis, il y a le tabac chauffé, qui est un pur produit, on va dire, de l'industrie du tabac. Philip Morris International, Japan Tobacco et British American Tobacco, qui ont chacun leur modèle. Ce qu'il y a, c'est qu'ils essaient de le faire passer pour quelque chose qui n'est pas toxique, et entre autres auprès de l'autorité de régulation, de la FDA aux États-Unis, de le considérer comme un produit à risque modifié ou à moindre risque. Et pour l'instant, je dirais que c'est en stand-by. Là, des études ont montré qu'il y avait de la combustion, il y avait une pyrolyse, il y avait du monoxyde de carbone et un taux de nicotine proche de celui de la vraie cigarette. Donc, même s'il n'y a pas combustion. Alors, il y a une combustion. Alors, il y a quand même une combustion. Sinon, il n'y aurait pas de monoxyde de carbone. Sinon, il n'y aurait pas autant de substances cancérogènes, d'acétaldéhyde, formaldéhyde, de nitrosamine. Donc, mais bon, le fait qu'on dise qu'il y a une combustion, pas de combustion, a fait que lorsqu'une étude est sortie en 2016 d'une équipe suisse, Philip Morris était intervenu auprès du recteur de l'université de Lausanne pour essayer d'interdire la publication de cette étude. Jacques Cornus, qui était le recteur à l'époque, avait dit non, moi mes chercheurs ont publié des éléments, elle sera publiée. Et c'est vrai que depuis, d'autres études sont en cours, en France, à l'INSERM, pour essayer de montrer, alors soit au niveau cellulaire,
essentiellement de comparer la composition des aérosols qu'il peut y avoir, ou bien de la fumée de tabac, de vape et de tabac chauffé. Et on montre franchement que tabac chauffé est proche de la vraie cigarette, du tabac, et la vape est quand même un petit peu à part. Voilà. Donc on est dans deux champs séparés. Mais quand on parle de réduction des risques liés justement, effectivement à la vape, mais au tabac chauffé, effectivement, c'est un argument qui est avancé par l'industrie du tabac. Oui, ça c'est vrai que c'est un problème que ça soit, on va dire, l'industrie du tabac qui s'empare, on va dire, de ce domaine. Et c'est vrai que ce sont des questions. C'est important sur le plan bien sûr. Sociétal. Hein. Exactement, parce que réduction de risque, alors est-ce que c'est réduction de risque d'exposition à des produits qui sont moins dosés en substances, on va dire, à risque, ou bien est-ce que ça peut, à terme, être synonyme d'une réduction de risque pour la santé ? Là, je dirais qu'il n'y a pas assez de recul par rapport au tabac chauffé. La vape, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'elle est sortie. On n'a pas, pour l'instant, on va dire, d'éléments concernant, on va dire, la répercussion sur la santé. La question qui peut être amenée à se poser, c'est quant à la présence de ces arômes, qui sont des arômes, on va dire, alimentaires, qui sont faits pour être ingérés et digérés. Le fait qu'on les chauffe, eh bien, quel est leur devenir, on va dire, au niveau des poumons ? On ne sait pas quel pourra être éventuellement le risque à terme. Donc la question se pose par rapport à la vape. Quant au tabac chauffé, c'est quelque chose de récent. Et là, on a encore moins de recul pour pouvoir répondre à ces questions. Est-ce que l'OMS multiplie les efforts pour lutter contre le tabac ? Et question subsidiaire, quels sont les pays les plus et les moins atteints par l'addiction au tabac ? Alors, pour répondre à la première question, je dirais qu'au sein de l'Organisation mondiale de la santé, il y a un groupe qui vient d'organiser sa conférence des parties. Là, la COP, ce n'est pas la COP 26, là, mais c'était une COP au sujet, on va dire, de la Convention cadre de lutte contre le tabac. Eh bien, je dirais que ce qui en est sorti, là, c'est de dire, en termes de prise en charge, de traitement, on va dire, du tabagisme, ce sont les traitements de substitution nicotinique, ainsi que la varénicline, le Champix, et le bupropion, le Ziban. Voilà. Mais c'est vrai que la question de la réduction de risque est un élément qui, normalement, incombe aussi à ces groupes. Aux autorités de santé en général. Ouais. Exactement, mais même au sein de l'OMS, et je dirais, là, ils pêchent un petit peu par omission. Ils le reconnaissent, et donc il sera important dans le futur qu'ils s'en préoccupent pour que ça ne soit pas, on va dire, l'industrie du tabac qui, on va dire, se jette, on va dire, sur cette thématique. Parce que bien souvent, l'industrie du tabac crée des fondations pour un monde sans fumée, par exemple. Donc ils s'emparent, on va dire, de la prévention, non pas pour s'y opposer, mais au contraire l'englober dans leurs discours, dans leurs actions, et pour noyer un petit peu le poisson. Une dernière question, Christine. Oui, vous disiez, Bernard, les pays qui fument le plus et le moins, puisqu'on est beaucoup regardé effectivement en Afrique. Est-ce que l'Afrique et les Africains sont particulièrement touchés par le tabac ? Oui, et entre autres, je dirais qu'il y a des pays ou continents où il y a vraiment des réglementations quant à la composition des paquets de cigarettes avec le taux de nicotine, de taux de goudron, et d'autres où il n'y a pas, on va dire, ces réglementations. Et on a tendance, on va dire, à proposer, en Afrique, dans d'autres pays, on va dire, des produits, entre guillemets, plus sales, de par leur composition, qui seraient interdites, de manière à développer un petit peu les choses. En Inde aussi. En Inde, la Chine, même s'il y a, on va dire, un taux de fumeurs qui est peut-être moins important que dans d'autres pays, je dirais que c'est la porte ouverte, on va dire, à l'industrie du tabac. Même si au niveau mondial, on observe quand même une diminution du tabagisme dans le monde. Après, il y a la proximité de certains pays avec l'industrie du tabac. Entre autres, la Suisse, qui est vraiment très proche et qui, on va dire, non pas accueille à bras ouverts le tabac chauffé, mais impose au tabac chauffé, on va dire, des taxes moins importantes que pour le tabac. Voilà, Merci beaucoup, Dr Philippe Arvert. Je rappelle que vous êtes administrateur de la Société francophone de tabacologie et membre de SOS Addiction. Et on peut vous retrouver sur Facebook lundi. Comment peut-on faire pour participer à la discussion ? Oui, demain, sur la page de Addicted, Village des Addictions, nous avons un live à 18h.
Et puis, tenez l'occasion, ça fait maintenant 6 ans que nous organisons un congrès virtuel d'addictologie clinique, le ADD. Eh bien, la prochaine édition, qui sera la 7e l'année prochaine, eh bien, il y aura une session sur le tabac sous toutes ses formes à laquelle je participerai. Donc EADD 2022, ouvert entre autres aux professionnels de santé, mais à un public un peu plus large. C'est en ligne, on s'inscrit, c'est gratuit. Et donc, voilà, la possibilité de pouvoir diffuser de l'information au plus grand nombre. Merci beaucoup, docteur Harvert. Merci beaucoup à vous. Merci, Christine. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.